Salut à toutes et à tous et bienvenue dans Culture T, l'instant culture. Toutes les 2 semaines, on va dans une ville, dans un territoire pour y découvrir les artistes et la vie culturelle. Cette semaine, nous sommes à Bordeaux. Tout de suite, le menu, le sommaire de cette émission. Gérard Rancinan, il a débuté à quelques pas d'ici, au quotidien Sud-Ouest. Il est devenu l'une des sommités mondiales de la photographie. Nous sommes allés à sa rencontre. Sams, c'est un jeune rappeur bordelais du quartier de Florac. Nous sommes allés à sa rencontre. Il nous parle évidemment de son amour du rap, de ses influences, de ses références, mais aussi nous explique son phrasé, son flow. Très belle rencontre signée Nicolas Béard. Emmanuelle Grisot, c'est la première danseuse étoile à avoir été nommée à l'Opéra National de Bordeaux. On est allé à sa rencontre, elle nous raconte ses débuts toute petite à l'âge de 6 ans et aujourd'hui sa reconversion après tant d'années données à la danse. Mais tout de suite, c'est l'édito de l'émission, il est signé Éric Corbeyran, scénariste de bande dessinée. Il nous parle de la bande dessinée évidemment, mais aussi de l'art et de Bordeaux. La question, est-ce qu'on se considère comme des artistes? Est-ce que je me considère comme un artiste? Je me la pose tous les jours, pratiquement tous les jours. Moi, je pense que j'ai une sensibilité qui fait que j'arrive à appréhender un petit peu la nature humaine, les choses, comment elles se développent. Mais en même temps, en tant que scénariste de bande dessinée, il y a aussi un énorme côté très technique dans le travail qu'il y a à fournir. Et je pense que c'est cette association entre ma sensibilité et le côté technique que j'ai développé depuis maintenant plus de 20 ans que je fais ce travail, qui fait de moi non pas un artiste, mais plutôt un producteur au sens de produire quelque chose, produire un scénario en l'occurrence, et producteur aussi au sens producteur de musique, celui qui, non pas le manager du groupe, celui qui fait rentrer l'argent, mais celui qui va essayer de construire le son avec les musiciens. Donc moi, ma position, elle serait celle-là actuellement, c'est-à-dire quelqu'un qui essaye d'écouter ce que le dessinateur a raconté et surtout d'écouter comment il va le raconter. Donc essayer d'être vraiment attentif au style, à la personnalité du dessinateur avec qui je vais travailler. Voilà un petit peu ma définition de ce que je pense un peu être aujourd'hui. Nous sommes désormais au musée d'art contemporain de la ville de Bordeaux où il y a bien longtemps étaient stockées ici les denrées coloniales. Ce sont désormais des artistes contemporains du monde entier qui sont exposés ici, évidemment des photographes parmi eux. Et c'est avec un photographe mondialement connu, Gérard Rancinan, que je vous donne rendez-vous maintenant. Il a fait ses débuts au quotidien Sud-Ouest comme apprenti. Désormais, son talent, ses œuvres sont connues dans le monde entier. Gérard Rancinan vit désormais à côté de Paris. Il nous a ouvert les portes de son atelier. C'est l'incontournable de ce Culture T à Bordeaux. Rancinan, bonjour. Merci de m'accueillir avec toutes les équipes ici, dans votre studio. Alors, on n'est pas à Bordeaux, mais tout a débuté à Bordeaux pour vous. Vous vous souvenez, j'allais dire, de la première émotion liée à une photo ou à la photographie? Oui, bien sûr. Ça a été d'abord la difficulté de la réaliser. J'ai fait 3 ans d'apprentissage dans un journal de province qui s'appelle Sud-Ouest, bien sûr, à Bordeaux, où j'ai été choyé, gâté par une équipe absolument incroyable, avec des personnages comme Georges Berniard, Vincent Olivard, Michel André, Michel Lacroix, des gens dont je me souviens comme si c'était hier, parce que c'est des gens qui m'ont porté sur leurs épaules comme ça pour me donner la chance de ce que je vis aujourd'hui, en fait. C'est grâce à eux. Et en fait, je me souviens de cette photo, la première, qui a été publiée dans le journal. Au bout de 3 ans d'apprentissage, on m'a lâché dans la nature. Le chauffeur de journal, à l'époque, les journaux avaient des chauffeurs, donc m'a amené sur un accident
de camions sur le Grand Pont de Bordeaux. Et j'étais prêt depuis 3 ans, avec un filtre noir, un appareil photo, un grand angle. Et j'ai bouleversé ce camion qui s'était renversé avec quelques billes de bois. J'en ai fait un cataclysme incroyable. Je me suis roulé par terre, j'ai tout donné. Et Henri Amouroux, qui était le directeur et le patron du journal à l'époque, en a fait 5 colonnes à la une. Et il a dit à tous les journalistes, vous voyez, quand on fait un effort d'un simple fait divers, d'un simple petit accident, on peut en faire quelque chose de... Alors, déjà, tout petit et en débutant, Ouais, j'ai eu la grosse tête. C'est vrai? Bah, bien sûr, parce que, en fait, je me suis dit, mais si à la première photo, j'arrive à mettre À sublimer un camion à sur sublimer un camion sur l'autoroute. l'autoroute, la vie est à moi, Ouais. c'est ouvert. Et donc, mais c'est grâce à tous ces gens qui m'ont facilité ce travail. Et en fait, tout était ouvert, mais tout était ouvert poussé par les autres. Jamais tout seul, même si j'étais plein de prétentions, je voulais bouffer le monde et je voulais prendre ça, et ça a créé pas mal de problèmes à Sud-Ouest, puisque j'avais pas assez de place. Jean-François Lemoine, qui était le propriétaire du journal, m'a appelé dans son bureau, m'a dit « Gérard, tu peux pas rester avec nous ». Alors qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai pas fait? Et en fait, il m'a dit, tu dois aller à Paris, tu dois faire des choses, ou vous devez, parce qu'on ne se tutoyait pas à cette époque-là, vous devez faire ci, vous devez faire là. Et il m'a aidé, il avait appelé Magnum, l'agence de presse, où il avait des amis, pour me faire entrer un Magnum. Je ne suis pas allé à Magnum, je suis allé à Sigma, qui se créait. Et Sigma m'a donné une chance extraordinaire, c'est d'être ce petit bonhomme qui traverse le monde, qui va d'une guerre à un Jeux Olympiques extraordinaire, c'est de rencontrer Carl Lewis et Fidel Castro, c'est de passer du temps avec le pape, et voilà, et je suis devenu ce petit bonhomme que rien n'arrêtait, et puis aujourd'hui, c'est la conséquence de tout ça. Alors, on le voit là-haut, c'est aussi ça, justement, votre travail. Pendant des années, ça a été du terrain, vous le disiez, du terrain sans frontières à la fois géographiques et sans frontières humaines. Vous êtes allé à la rencontre à la fois des gens qui ont bouleversé le monde, qui l'ont fait avancer, et puis beaucoup d'inconnus. Ces rencontres-là, il y a toujours le même enthousiasme, la même envie, la même passion, le même, je sais pas, quand on est prêt, qu'on met son billet pour aller dans l'avion, dans le train, on se dit ça va être génial, ça va être une rencontre formidable. La curiosité est la même. Aujourd'hui, c'est pour ça aussi que mon travail s'est orienté vers autre chose que le monde de la presse. Déjà parce que il faut savoir aussi un peu quitter ce qui vous abandonne. Ça veut dire le fait que la presse n'est plus la même. La presse qui était un journal, qui était une information, est devenue pour la plupart du temps, mais que ce soit les quotidiens comme les hebdomadaires, un produit où on essaye de vendre quelque chose. Voilà. Alors la presse est devenue un show, un spectacle, on le voit à la télévision tous les jours. Donc je me suis dit peut-être qu'il va falloir que je raconte mon histoire autrement. Et me nourrissant de tout ce que j'avais vécu avec curiosité pendant des années, en allant sur le terrain, manger la poussière en Ouganda, avec des gens qui crevaient de faim, faisant des Jeux Olympiques ou des soirées absolument sublimes avec des stars 4 jours après, parce qu'il y avait aussi ça. C'est-à-dire qu'on était dans une époque, quand je travaillais à Sigma, où un photographe était capable de revenir de Kolwezi, où ça pétait de partout. 2 jours après, il faisait une soirée sublime avec des mannequins. Et voilà, c'était la beauté du reporter. Bon, maintenant ça a un peu changé, je pense, et donc il fallait qu'on trouve avec Caroline un autre terrain, un autre support, j'allais dire, pour raconter plus éditorialement notre regard sur notre époque. Alors on va parler justement, on va aller à la rencontre de Caroline, hein, ça fait une quinzaine d'années que vous travaillez avec, mais juste pour nos téléspectateurs, vous avez rencontré, on le disait, des personnalités qui ont fait l'histoire de ce monde. Est-ce qu'il y en a qui parfois, évidemment, allaient au-delà du cliché, à la fois du cliché de ce qu'on peut imaginer d'eux et du cliché que vous faisiez? Est-ce qu'il y a eu des rencontres qui vous ont bouleversé? Vous êtes rentré en disant, voilà, je suis autrement, voilà, c'est pas forcément grandi, mais je suis plus le même homme. Oui, alors il y en a eu quelques-unes, mais chaque personnage que j'ai rencontré quand même, que ce soit Fidel Castro, le pape, Yasser Arafat, Mitterrand, bon bref, j'en ai rencontré beaucoup, c'est mon métier, et que j'ai photographié, ça a toujours été des moments formidables. Ça a été des moments formidables parce que je les ai pas forcés à accepter. Ils ont accepté, il y a cette vanité
de la photographie, cette responsabilité encore de l'acte photographique. Ils savaient, tous ces gens-là, ces maîtres du monde, entre guillemets, ils savaient qu'une photographie allait les inscrire dans une époque, dans un moment. Fidel Castro sur un rocher en déséquilibre, fixant l'Amérique avec l'orage qui arrive derrière. Je veux dire, ils savaient que cette photo, elle allait faire le tour du monde. Le pape embrasse le sol d'une manière très appuyée qu'il a fait pour cette photo en Afrique. Il savait que cette photo allait... Voilà. Mitterrand qui regarde très très malade, émacié, et à qui je demande de lever la tête et de regarder vers le haut alors qu'il y avait une pendule. Il savait que ce que je lui demandais, puisqu'il m'a fait un clin d'œil, pas tout à fait un clin d'œil, mais un petit hochement de tête pour me dire « Je vois ce que vous voulez faire, monsieur Rancinan ». Bon, eh bien, tous ces gens savaient que quand je les photographiais, ils s'inscrivaient dans une forme de petite éternité. Voilà, cette responsabilité de la photographie est importante. Ça a toujours été des moments importants aussi parce que j'ai toujours déplacé mes personnages, les personnages de leur bureau en extérieur. Je voulais des hommes simples, minuscules sur la planète. Le Dalai Lama sur un sommet de montagne à 4 heures du matin. Quand vous vivez des moments comme ça, ce n'est pas une simple photo. On s'inscrit dans une histoire. C'est ça qui m'a nourri. Et c'est ça qui, aujourd'hui, me permet de regarder et de faire des photos peut-être plus, comme on dirait en américain, en large, vous voyez, c'est-à-dire avec une forme d'être un éditorialiste. Dans toutes mes photos, il y a tout ce que je vous raconte là. On va aller voir Caroline? On va voir Caroline. Allez, c'est parti. Donc Caroline, c'est une rencontre il y a 15 ans. Alors Caroline, c'est une journaliste de talent d'abord. Caroline. Voilà. Voilà, on retrouve Caroline. Alors Caroline, c'est une journaliste de talent. Je la présente ou vous la présentez? Ah, je sais pas, c'est vous qui connaissez, hein, tous les deux. Moi, mon rôle, c'est je travaille depuis une quinzaine d'années avec Gérard. Je suis journaliste, productrice. Et on a cette collaboration comme une sorte de dialogue entre la photo et le texte. C'est un peu comme si on levait le voile des photos pour en connaître un peu plus le sens, pour pouvoir se poser des questions, avoir une réflexion supplémentaire. Et moi, mon travail intervient là, comme une éditorialiste, où je fais appel aussi à tout un board d'intellectuels qui vient poser leur réflexion sur ce travail. C'est des gens parfois aussi éloignés de notre monde. Ça peut être Axel Kahn ou le cardinal Barbarin. Je viens croiser leurs regards, où l'un me dit que le sens de la vie, c'est nous qui la donnons, comme Axel Kahn, ou le cardinal Barbarin qui me dit ben non, le sens de la vie, il nous est donné, il est inné. Et à partir de ça, on travaille ensemble avec Gérard, ça nous donne des idées de photographie, ça nous permet aussi d'être au plus proche de ce qu'on veut raconter, parce que les photos sont pleines de détails. Et surtout, depuis une dizaine d'années, on fait des grandes mises en scène qui sont des simulacres d'une société. Et cette société, c'est celle qu'on décrypte, c'est celle qu'on observe. Des livres, un DVD qui vient de sortir justement, où on découvre tout votre travail, des expositions dans le monde entier, des ventes aussi en galerie. Est-ce que vous êtes plus inscrit aujourd'hui dans de l'art contemporain ou est-ce qu'il y a toujours ce background génétique qui est juste de la photo pure? Il faut être dans un carton. Hein. Non, mais pas du tout. Non, mais vous êtes entre les deux. Non, mais c'est une excellente question. Moi, je veux dire, il n'y a jamais eu de frontière. Une photographie, c'est une photographie. Il n'y a jamais de limite. Il n'y a pas de hiérarchie. Vous donnez jamais de limite. Il y a des limites. Ah si, l'éthique, c'est une limite suprême. Caroline, oui. Oui, moi, oui. Non, mais en photo aussi. Mais je veux dire, parce qu'il faut que le message passe. On ne fait pas de la provocation pour provoquer. On parle de frontière de forme, pas de fond. Voilà. Évidemment que dans le fond, il y a des limites. Et pour moi, il n'y a pas de hiérarchie. C'est-à-dire un photographe de guerre va raconter notre époque, mais un photographe de mariage va raconter notre époque. Un photographe de Talence, là où je suis né, de mariage, Bernaté, qui est un photographe local, mais il raconte notre époque comme moi je la raconte. Un photographe de guerre ou un photographe israélien ou palestinien qui fait les mariages, les naissances et tout ça, il raconte son époque comme... Il n'y a pas de hiérarchie. Un photographe, c'est un témoin. Un artiste, c'est un témoin. Tous les deux, Caroline, vous écrivez, vous n'avez pas forcément besoin de la photo pour décrire. Non. Et pareil pour Rancinan. Voilà comment finalement l'alchimie se crée entre vous. En tout cas, la photo n'est pas l'illustration du texte et le texte n'est pas la légende de la photo. Il y a ce voyage parallèle,
cette conversation permanente depuis 15 ans ininterrompue, où on observe le monde avec des hauts, des bas, des difficultés, des rires, plus souvent qu'autre chose d'ailleurs, tant mieux. Et en même temps, on construit notre vie, on construit notre travail. Et puis ce travail parallèle, cette démarche parallèle nous amène un jour à retrouver dans les livres, dans les expositions, cette proposition de voyage que nous faisons aux visiteurs. Et c'est pour ça qu'on retrouve beaucoup dans mon travail d'œuvres classiques. Pourquoi? Parce que ce n'est pas pour copier simplement les Delacroix, les Géricault ou les Michel-Ange. Je n'ai pas cette prétention. C'est simplement pour dire, pour m'inscrire dans le lien. Je veux dire, l'artiste est un passeur, et depuis qu'il y a eu ces graffitis sur les grottes de Lascaux, aujourd'hui, d'ailleurs on revient à la source. Quand on parle de Banksy, quand on parle de ces graffeurs, on revient aux grottes de Lascaux. La boucle est presque bouclée. Hein. Mais en fait, tout a été inventé, tout a été fait. Donc aujourd'hui, en apprenant mieux le passé, on abordera mieux le futur. C'est mon point de vue en tout cas. Merci Caroline. De rien, merci à vous. Nous, on va finir juste à côté. On découvre toutes les photos ici. Sinon, justement, vous le disiez, vous considérez comme un passeur. Il y a ces écrits très connus, le passeur de lumière. Vous, c'est quoi la recherche de lumière? Évidemment, je pense la lumière pour la photographie, c'est absolument nécessaire. Mais votre lumière intérieure aujourd'hui, après toutes ces années de travail, de rencontres, qu'est-ce que vous cherchez finalement aujourd'hui? C'est de montrer une époque, d'essayer de fabriquer ces petits miroirs maladroits qui renvoient une forme d'image aux gens et qui leur expliquent que voilà, tout n'est pas naïf, il ne faut pas être naïf, il faut simplement regarder l'eau, il ne faut pas être triste, c'est comme ça, les choses changent, se bouleversent, il y a plein d'espoir, il y a plein de choses, mais on va mieux les apprécier peut-être si on n'est pas dupe. Si on est conscient de ce qui se passe, et puis en même temps, voilà, et puis on raconte la vie, je raconte mon époque, j'accompagne mes contemporains. Ma dernière question, on voit autour de nous des photographies qui sont scénarisées, et vous m'expliquez justement, ça peut prendre plusieurs semaines de travail, de préparation, souvent des voyages à l'étranger, etc. Mais au moment clé, ce moment où vous shootez justement, est-ce qu'il y a encore une émotion particulière? Est-ce qu'au fond de vous, il y a, je sais pas, une forme de jubilation, je ne vais pas dire jusqu'à un orgasme intellectuel, mais quel est le plaisir pour vous aujourd'hui? C'est un grand doute en fait. C'est quand j'arrive sur le plateau, dans le studio, je vois ce décor incroyable, ces gens qui attendent et tout ça. Alors là, c'est un peu comme je pense, comme l'artiste qui monte sur scène et qui se dit il faut y aller, il faut y aller. Et puis quand on y est, parfois c'est terrible, on n'y arrive pas. On n'y arrive pas, tout va mal. Alors là, on sort tous les artifices. On sort 30 ans de métier, on sort ce qu'on sait faire de mieux, on est le jongleur. Et on sait qu'on l'a raté, notre truc. On sait qu'on n'y est pas. Et ça, c'est une immense souffrance. Parce que c'est le travail de tout le monde, c'est 3 mois, c'est un espoir qui s'évade. Et puis, il y a des rares moments où, quand on fait quelques photos, on se dit, il y a un déclic. C'est comme un bon plan, c'est comme une bonne question, c'est comme tout, c'est comme un beau gâteau, un beau plat. Eh bien, on se dit, il y a une magie. Il y a la magie, elle est là, et vous savez, en principe, il n'y a pas d'erreur. C'est-à-dire que quand on montre cette photo, quand on la montre au public, et qu'on en est fier, et qu'on la porte, les gens réagissent, ils sont devant, ils sont figés. Le plus important, en fait, je pense, c'est d'être sincère, c'est de simplifier et d'essayer de raconter le plus simplement, sans fausse modestie, mais sans prétention, ce qui se passe devant nous. Si on fait ça, si on y arrive, je pense qu'on a gagné le challenge. Merci Rancinon. Merci à vous. Au revoir. Lorsqu'on parle de la ville de Bordeaux et de la musique, on pense souvent variétoche ou rock. Vous n'avez pas tout à fait tort, messieurs, dames, mais pourtant les choses changent et évoluent. Non loin d'ici, dans le quartier de Florac, a éclos depuis quelques années un jeune rappeur, Sams. Son phrasé, son flow, ses rimes antipersonnelles, ses nombreux featuring font de lui plus qu'un Bordelais aujourd'hui. Son talent est reconnu dans toute la France. Nous sommes allés à sa rencontre. All set? Let's go. Go fast. Sound go fast. Pour toutes les cités de bar, j'y t'aime pas pour Go Fast, c'est le titre du premier album de Sams et ça pourrait tout aussi bien être la devise de ce Bordelais. Car Sams va vite, très vite.
Il faut dire que l'enfance du jeune MC est bercée par le hip-hop US des années 90 et par un rap français en plein âge d'or. Alors autant vous dire que ces fondamentaux, il les maîtrise. Tout ce qui est Nas, Jay-Z, l'époque Queenbridge, et aussi l'époque NWA, tout ce qui était Dr. Dre, MC8, Ice Cube, toute cette époque West Coast, en fait on a baigné dedans. Et après actuellement, il y a des artistes comme que je respecte beaucoup, qui m'influencent beaucoup, c'est des artistes comme Jay-Z ou même Drake. Après en rap français, tout ce qui est de l'époque Time Bomb, donc Puccino, Lunatic à l'époque, les X-Men, même l'époque marseillaise, FF, Troisième œil, tout ça. Tout ce dont j'ai baigné dans ma génération, quoi. J'ai pris le maximum. C'était vraiment une bonne époque. Sam's déboule sur la scène rap dès l'âge de 13 ans. Très vite, il assure les premières parties de la Funky Family et du 113, puis de Sefiu, de Youssoupha, jusqu'aux stars US comme Method Man, DMX et même Snoop Dogg. Sam s'entend bien se faire une place de choix dans la sphère hip-hop, une sphère d'ailleurs plutôt dominée jusqu'à présent par des rappeurs marseillais et parisiens. Comme quelqu'un de chez moi disait, Paris et Marseille n'ont pas le monopole du rap, ils n'ont pas le monopole de la misère. C'est-à-dire qu'en fait, ce que tu peux raconter, tu peux être n'importe où dans la France, tu peux ressentir ces choses-là. Et le truc, c'est que, je me rappelle quand j'avais fait la première partie du Youssoupha, c'était à la Cigale, on était monté sur scène, il y avait mes gars, ils avaient le maillot de Girondin de Bordeaux. C'est-à-dire qu'aucun complexe à afficher d'où on vient. Ce qu'avaient fait les Marseillais à l'époque, quand les Marseillais sont arrivés, même après la vague IAM, la vague, tout ce qui est Funky Family, Troisième œil et tout ça, ils importaient un sang frais et pourtant ils ont bien été accueillis, sachant là, entre guillemets la rivalité qu'il y a entre Paris et Marseille. Donc la force qu'il y a, c'est de on va dire, bien représenter d'où on vient et de savoir décrire d'où on vient de la meilleure des manières. Je pense que c'est après tout le monde peut l'accepter. Je suis pas le plus à plaindre, aucune bouche à nourrir. On n'apprend pas à vivre, on se prépare à mourir. Grand coup de briques dans la bouche, faudrait les faire taire. T'aimes sinon, ni les pieds sur terre et encore moins sur le terre-terre. De jeunes espoirs bordelais, voici Sam's bombardé, espoir national. Ses clips sont léchés, la prod efficace, le flow ciselé et percutant, les lyrics réfléchis. Bref, le rap de Sam's est conscient, entre rage et dérision. J'ai pas de complexe, je complexe pas. C'est-à-dire que par exemple, je peux parler d'un sujet, je peux parler de rue, parler de ce qui peut se passer, comme je peux parler d'autres choses. Et en fait, j'essaie pas de me donner une image. J'essaie pas de me donner une image, de me donner un genre, juste pour plaire à certaines catégories de personnes. C'est-à-dire que moi, je vais être moi comme je suis. La jeune garde est donc là et plutôt très bien entourée de jeunes talents comme Jean Burbigo ou SP, à des MC plus confirmés comme Sad de la FF ou encore Youssoupha. Dans le rap, il y a ce côté compétition, mais il y a ce côté aussi, on va dire, découverte. C'est-à-dire que quand on rencontre un artiste, c'est un univers qui rencontre un autre univers. Et moi, c'est ça ce que je trouve intéressant. C'est-à-dire que c'est là où tu vois que le travail artistique, justement, il est large. Parce que surtout quand tu rappes, quand tu es vraiment dans ta bulle et que tu rappes, des fois, tu as l'impression de plafonner, de faire le tour de la question. Et de rencontrer d'autres artistes, ça t'ouvre. Un nouveau 6 titres déjà disponible et un premier album solo prévu pour la rentrée prochaine. En attendant, Sam s'assure la première partie sur la tournée 2013 de Youssoupha. Autant d'occasions pour ne pas rater ce nouveau phénomène. Le socle éditorial de Culture T, c'est très simple à résumer. Être le plus hétéroclite possible, le plus ouvert possible sur le monde culturel. Après un photographe mondialement connu, un jeune rappeur, Sam's, c'est désormais une danseuse étoile, la première à avoir été nommée à quelques pas d'ici à l'Opéra National de Bordeaux. Emmanuel Grisot, portrait signé Nicolas Béard et Stéphane Boden. All set? Let's go. Elle aura dansé ici pendant 20 ans. Emmanuel Grisot, danseuse étoile, a interprété sur les planches du Grand Théâtre de Bordeaux les plus grands rôles du répertoire classique. Un rêve que, comme beaucoup de petites filles, elle caressait depuis son plus jeune âge. Mais c'est d'abord à l'Opéra de Bâle et surtout de Düsseldorf qu'elle fait ses débuts et obtient des rôles de premier plan. Grâce à son travail, bien sûr, et peut-être aussi grâce à un petit coup de pouce du destin.
La première fois où on m'a fait confiance pour un rôle-titre, c'était à Düsseldorf. J'étais à Düsseldorf à cette époque-là, au Deutsche Oper am Rhein, et le directeur de l'époque, Paolo Bortoluzzi, m'a fait danser un rôle principal. C'était le rôle principal des affinités électives d'après Goethe, c'était en ballet classique. Et c'était vraiment lourd comme rôle. Et en plus, j'avais appris le rôle, j'étais pas supposée le danser. Et 2 danseuses se sont blessées, les 2 premières distributions, deuxième distribution. Donc, en 3 jours, j'ai dû vraiment faire mes preuves et sauter sur scène, enfin, dans le personnage. Et c'était magnifique. Ouais. Donc ça, c'était le déclencheur après pour danser de plus en plus de rôles-titres, je pense. À Bordeaux, Emmanuel débute en tant que soliste en 1991. 5 ans plus tard, en 1996, Charles Jude devient directeur du ballet. C'est lui qui la remarque et lui confie le rôle-titre dans Gisèle, le rêve de toutes les ballerines. Suivront Casse-Noisette, Roméo et Juliette, Le Lac des Cygnes, La Belle au Bois dormant ou Coppelia. Moi, ce que je voulais, c'était interpréter interpréter des personnages, en fait. Un théâtre dansé, quoi. Enfin, faire passer des émotions à un public, moi-même ressentir des émotions, pour les transmettre à un public. Donc, c'est pour ça que je me suis dirigée, oui, vers le répertoire classique et en espérant interpréter les héroïnes dramatiques. On est porté par le personnage qu'on a interprété, la psychologie du personnage. Et voilà, bon, c'est assez rare, c'est pas à tous les spectacles, hein, mais et bon, on peut pas l'expliquer, c'est un mystère. Mais puis il y a une adrénaline qui est incomparable, quoi. De toute façon, avant chaque entrée en scène, même si c'est un spectacle rodé, un spectacle n'est jamais le même. Donc voilà, il y a une espèce d'adrénaline, il se passe toujours des choses différentes avec son partenaire, il y a un dialogue déjà avec son partenaire. Et puis il y a les interactions avec le corps de ballet, ça se transmet au public, on ressent ça à la salle. Si ça passe par la rampe, si ça passe la scène, la fosse d'orchestre. Et voilà, c'est assez subtil comme sensation, mais ouais, c'est une drogue de toute façon. Et puis en 2002, c'est la consécration. Charles Jude, le directeur du ballet, son partenaire, son chorégraphe, la nomme danseuse étoile. Un couronnement après des années d'un travail acharné. Moi, c'était un peu un aboutissement dans le sens où j'ai été nommée assez tard au regard de ma carrière. Donc c'était un peu une reconnaissance du travail que j'avais déjà fourni, enfin des ballets que j'avais pu danser, déjà des premiers rôles. Hein. Près de 10 ans plus tard, c'est en Gisèle qu'elle fait ses adieux à la scène. La fin d'une époque, bien sûr, mais le début d'autre chose aussi, de la chorégraphie et de la mise en scène. Je me suis dit non, c'est pas possible, je peux pas m'arrêter si tôt. Et en fait, ça fait 4 ans que je m'essaye à la chorégraphie, enfin que je chorégraphie. Et c'est un poste qui me plaît particulièrement parce que c'est une autre manière de créer, c'est un autre dialogue avec les danseurs, c'est un partage avec les danseurs, c'est pareil, une interaction. Donc la chorégraphie m'intéresse beaucoup, oui. Comme avec son spectacle jeune public, Hansel et Gretel, une adaptation du conte des frères Grimm et une carte blanche chorégraphique offerte par l'Opéra national de Bordeaux l'an dernier. La retraite d'Emmanuel Grisot ne l'éloigne finalement pas beaucoup des planches. Bon, c'est la fin de cette émission Culture T ici à Bordeaux. Vous le savez, j'adore finir en musique. N'est-ce pas, mon cher Eric? Oui, avec plaisir. Ah, puis c'est incroyable parce qu'on ne savait pas cette carrière internationale de guitariste. Sur 3 accords. Sur 3 accords. Un La, un Fa, un Ré. Bon, tous finis en musique, en tout cas. Les rendez-vous, c'est le jeudi matin, la chronique Coup de cœur dans le quotidien Métro, évidemment, Culture T sur Facebook, mon profil. Eric, voilà. Oh yeah.